Bonjour, bienvenue dans cette présentation du rendu final de notre solution apportée à l'appel d'offres pour l'Utopia. Premièrement, nous allons rappeler le besoin client de l'application et les objectifs fixés pour ce proof of concept. Ensuite, nous présenterons l'architecture que nous avons définie pour la solution de l'API. Nous argumenterons nos choix techniques également. Troisièmement, nous expliquerons notre organisation, comment nous avons travaillé et quels outils nous avons utilisés. Nous ferons une petite démonstration de l'outil mobile, mais également une présentation du site web à but administratif. Nous ferons un bilan de l'état du projet actuel et des objectifs pour le projet à venir. Et pour conclure, nous ferons un bilan sur comment chacun de nous a vécu le projet et les améliorations que nous aurions pu apporter. Notre équipe était composée de 3 personnes. Louis Marriott, développeur .NET avec 2 ans d'expérience en entreprise. Victor Grabowski, développeur back-end .NET JavaScript Python depuis 4 ans en alternance. Et Yannis Saidi, développeur front-end en entreprise depuis 1 an. Maintenant, voyons les objectifs clés de l'appel d'offres pour le projet l'Utopia. L'idée était de créer de l'engagement client envers nos partenaires, d'améliorer leur image de marque, de récompenser les joueurs et valoriser les entreprises partenaires, créer une expérience ludique et interactive pour les utilisateurs et également leur permettre d'utiliser une monnaie virtuelle, de collectionner des artefacts virtuels et bien d'autres features. Voici maintenant la solution que nous avons proposée pour effectuer ce proof of concept. Du coup, nous pouvons créer des chasses au trésor via une application web. Il y a la possibilité d'y participer en tant qu'utilisateur sur téléphone. Et les participations peuvent être payantes. Et les récompenses à ces chasses doivent être engageantes et posséder des récompenses réelles comme des bons d'achat, mais également de la monnaie virtuelle utilisable pour des microtransactions à l'intérieur de l'application. L'idée est qu'un client de nos partenaires puisse lancer l'application et on leur propose des chasses au trésor proches de leur localisation. Ils vont ensuite compléter la chasse en passant par plusieurs étapes jusqu'à arriver à la fin et passer en mode réalité augmentée pour trouver la cache se trouvant dans le vrai monde. Le partenaire pourrait donner des bons d'achat pour la complétion de la chasse et ainsi terminer la chasse sur un point de géolocalisation à côté d'un magasin d'un des partenaires par exemple, afin qu'il puisse engager le client ou l'utilisateur à se rendre dans ces magasins tout simplement. Voici l'objectif du Proof of Concept et du MVP que nous avons sélectionné afin de faire une démonstration optimale du produit. Donc son but est de démontrer la faisabilité de la solution et également sa légitimité et voir si le bon fonctionnement de l'application est utile et intéressant. Il pourra également servir de base d'argumentation pour un investissement futur. Il a pour but de satisfaire le client en lui offrant le besoin minimal qu'il avait demandé. Ça s'appelle le Most Valuable Product. C'est juste pour tester les mécaniques de jeu et l'organisation du produit, voir s'il est viable, compréhensible, s'il est intéressant et s'il y a moyen de développer un peu plus pour que ce soit commercialisable et rentable. Donc voici maintenant du coup le périmètre du POC que nous sommes engagés à livrer. Du coup, nous avons une documentation sur la conception de notre projet, donc sur son architecture, sur des conseils sur l'infrastructure pour héberger la solution, et pour le développement d'interface également, nous avons des wireframes. Concernant le développement de l'application, nous nous engageons à rendre une API en .NET et également un front-end, une interface du coup sur un serveur distant pour afficher le site web. Nous avons une assurance qualité que nous livrons également avec des tests unitaires et des tests end-to-end qui permettent de garder un contrôle qualité sur notre produit et de le livrer afin qu'il reste maintenable et que les développeurs puissent développer dessus tout simplement sans trop de soucis. Concernant la mise en place de l'infrastructure, en revanche, ce n'est pas du tout notre domaine. Nous nous sommes juste engagés à fournir un proof of concept. Ensuite, il restera du coup à la future équipe de développement qui reprendra le projet à trouver des solutions pour l'industrialiser, l'héberger à grande échelle, le rendre scalable, etc. En attendant, nous avons créé une architecture de projet très maintenable et épurée, avec des responsabilités verticales, ce qui permet de faire grandir le projet comme on veut, sans pour autant prendre le risque de casser et d'avoir des effets de bord. Donc avant de produire cette démonstration, nous allons vous parler de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Donc il y a la possibilité de créer un compte pour un utilisateur, de se connecter évidemment, et ensuite sur l'accueil, nous pouvons lister les chasses au trésor aux environs, cliquer sur l'une d'elles et afficher la page détaillée d'une chasse. Ensuite, nous avons l'écran de participation à une chasse du coup qui passe sur une version mobile, sur une application créée sur Unity. Et donc, il a la possibilité de compléter la chasse en mode réalité augmentée sur le téléphone. Maintenant, je vais laisser la parole à Louis. Il va vous parler de l'architecture du projet et des différents choix techniques que nous avons faits. Donc maintenant, je vais vous présenter la partie architecture. Déjà, pour l'architecture de la solution, on a opté pour une architecture en couche.
C'est une architecture qu'on a choisie et définie parce qu'on voulait séparer les responsabilités. Donc on a 3 couches distinctes ici. Déjà, il y a la couche interface mobile, dans laquelle on trouvera notre application Unity. Ensuite, nous avons l'interface back-office. Deuxième couche, s'agit de l'API. Donc, c'est l'API.NET qui va se charger de tout ce qui est réception et envoi des données, la sécurité. Et pour finir, nous avons la couche base de données. Donc, ici, il y aura notre base de données Postgre qui servira de gestionnaire pour la persévérance des données. Donc cette architecture en couche nous permet d'augmenter la scalabilité de l'application. Plus tard, quand on voudra avoir plus de clients, on pourra plus facilement dupliquer notre API et le séparer en plusieurs modules pour les dupliquer aussi sur des fortes charges. Ensuite, ça nous permet également d'avoir une meilleure maintenabilité parce que si on a bien découpé notre architecture, on sait quelle partie gère quoi. Et donc c'est plus facile de faire des évolutions et de la maintenance dessus. Il y a aussi une question de sécurité. Donc, s'il y a plusieurs couches à traverser avant de pouvoir lire ou écrire des données, il y a forcément plus de sécurité. Ensuite, l'API et la base de données seront dockerisées parce que ça permet d'augmenter encore la scalabilité. La dockerisation permet d'avoir des conteneurs qui puissent être dupliqués rapidement et facilement, mais ça permet également d'augmenter la compatibilité. Normalement, sur n'importe quelle infrastructure, on pourra déployer nos conteneurs Docker sur les serveurs. Enfin, on avait décidé de peut-être utiliser un CDN. Ce sera pour livrer les contenus des interfaces plus rapidement à nos utilisateurs. Donc pour les autres architectures, on aurait pu également utiliser une architecture monolithe vu le temps que nous avions pour faire ce POC, Proof of Concept, sauf que une architecture monolithe n'était pas compatible avec comment on s'est organisé dans l'équipe. Donc on avait 3 responsabilités différentes et c'est pour ça qu'on a 3 couches. Ensuite, en ce qui concerne l'architecture de l'API, on est parti sur une architecture clean code ou hexagonale. Donc c'est une architecture spécifiquement .NET qui peut être utilisée dans d'autres technologies, mais c'est du .NET que c'est l'origine. Donc l'idée ici c'est de découper l'application en une architecture similaire au MVC. Donc on a la couche présentation qui est représentée par les contrôleurs. C'est là où arrivent les requêtes HTTP et les contrôleurs vont ensuite vérifier la validité des données. Ils vont authentifier et autoriser si besoin la requête. Les contrôleurs vont ensuite se servir des services, les services se trouvant dans la couche business. La couche business permet de mettre en place les règles métiers. Donc c'est là où on va trouver toute transformation de données. Les services vont utiliser les assembleurs pour créer des objets et des DTO pour le transfert des objets. Les services vont interagir avec des repositories. Donc les repositories se trouvent dans la couche infrastructure. C'est ici où on définit toute action qu'on peut prendre sur la base de données. Donc tout ce qui est écriture, lecture. Les repositories vont utiliser des DAO, des Data Access Objects. Donc il s'agit d'objets qui représentent les modèles dans la base de données. Et les repositories enfin vont communiquer avec la base de données. Donc ces 3 couches
sont similaires à l'architecture MVC dans le sens où la présentation c'est le view. Le contrôleur s'agirait de la couche business et le modèle s'agirait de la couche infrastructure. Donc les bienfaits de cette architecture sont similaires aux bienfaits de l'architecture qu'on a pris pour la solution, dans le sens où il y a une meilleure maintenabilité parce qu'on a bien séparé les responsabilités. Et il y a moins de duplication de données, donc moins de problèmes sur des évolutions et des maintenances. En ce qui concerne la base de données, on a opté pour faire déjà un MPD, un modèle physique de données. Cela nous a permis de définir chaque objet en fonction des besoins métiers avant même de commencer à programmer, à développer les applications. Donc il y avait plusieurs règles à prendre en compte pour établir cet MLD. Déjà, il y a plusieurs courses par utilisateur, donc il fallait pouvoir stocker les courses et pour chaque utilisateur avoir des objets relationnels qui lient les courses aux utilisateurs. Il y a plusieurs étapes par course, donc il faut des objets d'étape et il faut des objets encore de relation. Il y a une cache par étape et il fallait qu'on puisse concevoir cette MPD pour qu'elle puisse évoluer dans le temps, parce qu'actuellement elle n'est pas complète vu que c'est un POC et elle est vouée à évoluer en fonction des besoins du client. Donc ici on a une vision incomplète du MPD, il y a bien plus de tables que ça. On a choisi de se focaliser sur une petite partie pour montrer pourquoi on s'est servi de ça. Donc je vous ai parlé de Data Access Object avant. Ici, les Data Access Object représentent chaque table qu'on peut voir sur le MPD. Donc je vais vous parler des choix techniques qu'on a fait déjà concernant le back-end. Donc on a choisi 3 technologies pour le back-end. Déjà on a choisi le .NET. Donc pourquoi le .NET? Parce qu'il s'agit d'une framework open source et gratuit qui permet de créer des applications C#. Donc c'est un framework qui est très performant et on est 2 sur 3 à avoir des appétences avec. En ce qui concerne le gestionnaire de base de données, on a choisi Postgre. Donc il y a les mêmes genres d'avantages que le choix pour le .NET. C'est encore open source et gratuit et très performant, mais aussi une base de données relationnelle qui permet de mettre en place ce genre de base de données. Enfin, pour la mise en place ou le déploiement de l'API et de la base de données, on a choisi Docker. Donc Docker s'agit d'un outil gratuit qui permet la containerisation de nos applications. Ça permet de déployer l'application avec le minimum nécessaire pour le déployer. Et donc, comme je vous ai dit avant, ça permet d'être compatible avec toute infrastructure éventuelle. En ce qui concerne le front-end, nous avons choisi 2 technologies d'interface. Déjà, nous avons choisi Unity parce qu'il s'agit d'un moteur et éditeur de jeux vidéo. Vu que l'application comportait de l'AR, et qu'on devait faire un POC rapidement, il était important de choisir un framework qui permet de mettre en place rapidement de l'AR. On avait aussi comme choix Godot ou React, sauf que ils n'avaient pas de module préfet pour l'AR. En contrepartie, Unity a une module qui est préfet pour l'AR. Il suffit de lancer le projet AR et d'itérer dessus. L'autre avantage d'Unity, c'est que c'est en .NET, donc puisque l'API est fait en .NET, ça présente une très grande avantage, vu qu'on est 2 sur 3 encore à avoir des appétences dessus.
Et on peut également utiliser les mêmes librairies qu'on a mis en place pour l'API, pour le Unity. Comme ça, on a une cohérence entre les deux applications et les données qu'ils échangent. Ensuite, pour le back-office ou l'application web, on a utilisé React. Pourquoi React? Tout simplement parce qu'on a des appétences avec. Donc on sait comment faire des interfaces avec React. Donc c'est un outil gratuit et qui est très populaire. Donc la documentation est trouvée très rapidement. Maintenant, passons sur l'organisation projet, donc l'organisation de l'équipe et de chacun de ses membres. Pardon. Nous avons utilisé GitLab, une plateforme collaborative pour développer un projet en commun. Nous avons hébergé également des rendus finaux et des documents sur Google Drive afin de pouvoir se les partager. On a utilisé Jira pour la gestion de projet, pour la création des tickets et la documentation sur Confluence. Et pour discuter entre nous et échanger, et prendre des rendez-vous, discuter à distance, etc., nous utilisons Discord. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de la documentation sur Confluence, donc du coup, qui liste les choix techniques qu'on a fait lors du développement. Il y a de la documentation utilisateur pour livrer le projet et que l'utilisateur sache à peu près quel écran fait quoi. Et également, du coup, nous avons produit des diagrammes architecturaux qui permettent aux futurs développeurs de voir comment la base de données se comporte, quelle est l'arborescence des fichiers, quels sont les choix techniques, etc. Ensuite, du coup, pour l'organisation du travail, j'ai dit que nous avons utilisé Jira. Et du coup, nous avons fait les choses à peu près dans cet ordre-là. On a identifié le besoin métier à partir du cahier des charges que nous avons eu en début d'année. On a rédigé tous les tickets possibles du MVP. On a estimé chacun de ces tickets en temps ou en complexité, ou un mélange des deux. Et ensuite, du coup, nous les avons priorisés pour sortir un MVP, donc un Most Valuable Product, le plus épuré possible avec seulement les features clés et les plus attendues du client. Et ensuite, du coup, on s'est assigné les tâches en fonction de nos préférences. En réalité, on a plus pioché dedans au feeling que vraiment une assignation pure et dure. Comme ça, chacun faisait à peu près ce qui l'intéressait et ce qui lui semblait utile dans la next step. Voilà. Comme colonne pour les tickets, du coup, nous avions les classiques to do, in progress, to review ou delivered. Du coup, quand le ticket est à faire dans le sprint, nous le mettons dans to do. Quand un développeur s'en saisit et s'engage à le développer, il passe dans In Progress. Quand il a terminé son développement, il l'envoie dans To Review, du coup, pour qu'il soit approuvé et revu par un autre développeur. Et quand cet autre développeur-là a donné son accord, du coup, ou fait des retours, etc., mais à la fin de ce processus, du coup, on passe les tâches en délivré. Et comme ça veut dire qu'elles sont produites et en production. Et du coup, que la tâche est finalement terminée. Concernant le workflow sur Git que nous avons utilisé, donc, il s'appelle le Git Flow. Donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, on crée une branche par feature à partir de la branche de develop. On crée une merge request vers develop, du coup, à partir de cette branche-là. Un utilisateur doit la relire et l'approuver. Et ensuite, du coup, on merge cette branche develop sur master à chaque fois qu'on veut faire une release, donc une nouvelle version du projet, et on déploie cette version release sur les environnements de production. Concernant les responsabilités maintenant, voici le diagramme de RACI que nous avons produit. Je vous laisse faire pause si vous voulez le consulter, mais voilà, il est produit et il est là. Pour assurer le bon développement de l'application et sa maintenabilité, nous avons mis en place deux types de tests. Les tests unitaires automatisés, en utilisant les bibliothèques XUnit et mock, nous permettant d'écrire des tests unitaires pour chaque fonction en moquant les données d'entrée. Donc ça, du coup, ce sont les tests qui sont lancés lors de nos CI/CD, donc dans le contrôle qualité. À chaque fois que nous livrons du code sur GitLab, des tests sont exécutés pour vérifier du coup la qualité et la non-régression surtout de l'application. Ensuite, nous avons des tests manuels end-to-end pour valider le bon fonctionnement de chaque fonctionnalité développée. Ces tests, c'est une garantie qualité pour le client, mais également pour les futurs développeurs si le projet est repris un jour. Du coup, maintenant, je vous propose de passer à la démonstration mobile de notre application. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter la démo mobile. On a la possibilité, donc, quand on arrive sur l'application, de soit créer son compte, soit si notre compte est déjà fait sur l'application, on peut se connecter. Pour se connecter, c'est email password. On peut se souvenir du coup du mot de passe, etc. Et lorsqu'on se log, on arrive sur la page principale. Une fois qu'on est sur la page principale, on a accès, du coup, lorsqu'on clique sur une chasse, à la description d'une chasse. On peut voir, du coup, l'emplacement, le nombre de participants, par qui est créée la chasse. On a une petite description de la chasse et d'autres informations comme le nombre de points. Ici, on peut liker la chasse.
en plus du coup des autres informations qui sont déjà présentes depuis cette page-là. Lorsqu'on est sur la description d'une chasse en mode mobile, on peut sélectionner de la rejoindre. Si l'on veut par exemple réserver une chasse, ou y participer plutôt, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Et pour ça, on a fait une démo extérieure avec Victor, qu'on va vous présenter maintenant. Bienvenue dans cette démonstration de l'application Lootopia. Alors, je vous montre ça tout de suite, laissez-moi le temps de me connecter. Ah ouais. Voyons voir s'il y a comme chasse à disposition. Oh bah ça a l'air pas mal. En plus elle est pas loin. Le secret du jardin public. Cool, ça part. Créé par Philippe de Vinci en plus. Là c'est. Ok, bah là je clique sur rejoindre et ça part directement. On est parti? Bon bah nickel, on est arrivé. Allez, c'est parti, on va chercher. Hop là, ok, bah là on va pouvoir tenter, hein. On est plutôt dans un petit château là. Boum! Allez trouver, je suis riche, let's go! Un café avec Thierry 4. Oh mais c'est trop bien, j'ai trop hâte d'y être. Trouver le trésor. On a trouvé. On a trouvé, let's go! Let's go! Après vous avoir montré la version mobile, on va pouvoir commencer la présentation du web. Pour la partie web, on arrive sur la page principale. Alors là, actuellement, on est déjà logué sur la partie web, mais lorsqu'on arrive, on n'est pas logué, mais on a quand même accès à la page principale où on peut accéder aux chasses à la une. Lors de notre arrivée, on peut du coup choisir, voilà, comme ici, de se connecter ou de créer un compte. De base, ça nous propose de créer un compte, mais on peut cliquer sur le petit bouton « J'ai déjà un compte ». Si on n'a pas de compte, on peut donc juste créer notre compte et on est register. Donc depuis le menu principal, j'ai accès aux chasses à la une avec leurs informations basiques, comme la date de début, la date de fin, le nombre de participants actuels, le nom de la chasse, la localisation et qui l'a créé. Si je clique sur la chasse, on a accès à plus d'informations. La description, entre autres. On peut lire une description qui nous tease la chasse et nous parle des choses qui sont mises en place dans la chasse. Par exemple, s'il y a un événement particulier lié à la chasse, si c'est lié par exemple à l'histoire d'une personnalité connue ou des choses comme ça donne du contexte à la chasse. Par contre, sur le web, si on clique sur rejoindre, on est bloqué. En fait, pour rejoindre la chasse, c'est ce qui est expliqué ici. La chasse se fait exclusivement à partir de notre application mobile. Par contre, on nous fournit quand même un screenshot de où se passe via Google Maps, de où se passe la chasse à peu près, approximativement. Mais on n'a pas accès à l'indice ni à d'autres informations plus que les explications pour comment rejoindre la chasse. On a accès à un lien pour rejoindre l'application sur le Apple et on a accès à un lien pour rejoindre l'application sur Android. Si on clique sur rejoindre sur mobile, ça va nous ouvrir un pop-up qui nous demande de télécharger l'application. Donc sur un pur web, ça mènerait à rien, à part nous emmener sur un shop Android. Mais sur notre téléphone, ça peut nous emmener directement sur la page de l'application. L'autre fonctionnalité importante aussi, qu'on peut accéder de n'importe où, c'est la création de chasse. Si on veut créer une chasse, il y a juste à cliquer sur le bouton créer une chasse. Lorsque l'on appuie sur le bouton créer une chasse, on arrive sur un formulaire. Ce formulaire est disponible que lorsque l'on est connecté. Par exemple, du coup, le nom de la chasse doit être renseigné, la récompense. Le champ récompense est pour une récompense à donner, soit physique, soit autre. On a l'emplacement de la chasse qui se fait en latitude, longitude, pour permettre une localisation précise et pas juste une adresse, pour que les chasseurs se déplacent à un emplacement précis et pas juste une adresse, et une description de la chasse pour donner plus de contexte à la chasse, comme vu précédemment sur Trouver la chasse. On peut ajouter un média s'il y a besoin pour des photos, des choses comme ça. Il y a l'événement et après il y a un bouton Créer la chasse. Lorsque l'on clique sur le bouton Créer chasse, on a un petit message sur la version web qui nous explique que la chasse vient d'être créée, avec l'idée de la chasse pour pouvoir la retrouver, une localisation, la récompense qui a été écrite donc prévue et le temps de disponibilité. Donc il y a un petit message qui explique qu'on peut tout moment modifier cette chasse, on peut signaler un problème ou partager. Petite chose à faire attention, sur la version mobile, on ne peut pas créer de chasse. La version mobile sert juste à rejoindre les chasses avec l'aide du bouton rejoindre, mais il n'y a pas de formulaire pour créer une chasse. La création de chasse est exclusivement réservée au web. Concernant la suite maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, maintenant, j'imagine qu'il faut récupérer l'avis de notre partenaire, savoir si le POC lui a convenu, s'il a des retours à faire dessus, voilà.
afin de du coup prendre une décision concernant l'émergence ou non d'une solution industrialisée du projet. Donc ça veut dire si on repart sur du développement du produit, si on le refait à neuf pour qu'il soit industrialisé et propre. Enfin voilà, en gros il faut négocier un contrat et des engagements à tenir pour la suite. Et voilà, on arrête tout. Si ça n'a pas plu au client, par exemple, on livre juste le POC. Le client nous paye pour ce qu'on s'est engagé à livrer et ce qu'on a livré. Et on s'arrête là, tout le monde est content. Voilà. Maintenant, du coup, on va passer au bilan individuel de chacun, afin que chacun puisse un peu discuter de ses retours sur le projet, de ce qu'il en a pensé, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, et les difficultés qu'il a rencontrées. On va maintenant procéder au bilan personnel. Donc, pour ma part, j'ai été responsable du back-end, donc des API. J'ai participé dans la conception et le développement des API. J'ai aussi participé dans la conception des NDP, donc les diagrammes de base de données. Et j'ai aussi fait la dockerisation de la base de données et de l'API. Donc ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est la réflexion autour de l'architecture et autour d'un projet qui est assez complexe, mais qui présente un concept intéressant. Pour moi, les difficultés que j'ai rencontrées, que j'ai soulevées, c'est des difficultés à bien définir les tâches et à différencier les tâches techniques des tâches plus générales fonctionnelles. Et ensuite, un manque de temps pour mettre en place ce qu'on a voulu présenter pour avoir un POC plus présentable. Alors, me concernant, du coup, j'ai eu la responsabilité du backlog, donc de transformer le besoin métier en tâches techniques. J'ai ajouté des routes sur l'API back-end. J'ai initié le projet réalité augmentée sur téléphone. Et j'ai organisé les équipes avec les points à faire souvent. J'ai lancé les sprints, j'ai priorisé les tâches, etc. Créé le MVP et rédigé la documentation utilisateur. Ce que j'ai bien aimé dans ce projet et ce sujet, c'est qu'il était très transverse. C'était intéressant de voir différentes nouvelles technologies déjà sur téléphone avec Unity. Et en fait, il y avait énormément de choses différentes. Il y avait la gestion de base de données, il y avait des fonctionnalités sympas comme la participation des chasses, par exemple. C'était un flow de données assez spécifique, en fait, parce qu'il y avait plusieurs étapes. Il y avait de la monnaie virtuelle pour participer à une seule chasse. Le modèle, la création du modèle, en tout cas, des données dans la base de données, c'était la partie la plus amusante, à mon avis. Et aussi, j'ai bien aimé le fait que c'était un projet qui était, certes, obligatoire. Enfin, il fallait pas aller plus loin que le projet ou faire autre chose. Mais vu que le backlog était très, très énorme, très large, en fait, il y avait énormément de features différentes. La monnaie virtuelle, enfin, plein de choses. En fait, on a pu choisir notre MVP en fonction de ce qui nous intéressait à développer. Donc ça, du coup, c'était pas mal parce que on a pu prioriser un petit peu le développement de la partie back-end, vu que nous, avec Louis en tout cas, on était développeurs .NET. Et du coup, la partie AR, on l'a un peu plus mise de côté vu que c'était pas le développement embarqué, c'était pas notre priorité. Par contre, Yanis, du coup, a pu faire le front et les wireframes, alors que c'était ça qui lui plaisait et qui lui semblait intéressant de développer comme compétence. Donc du coup, il avait un peu pour tous les goûts, et ça, pour le coup, c'était vraiment un très très bon point de ce projet. En revanche, du coup, ce que j'ai le moins apprécié, c'était le temps alloué au projet. En fait, on avait seulement un jour toutes les 4 semaines de suivi de projet. Et à part ça, du coup, en alternance, c'est un rythme assez particulier d'études qui fait qu'en fait, à la fin d'une journée de boulot, on n'a pas forcément la motivation de travailler sur un projet d'école le soir à 18h en rentrant, quoi. Donc, c'était assez compliqué de se concentrer sur le projet et de le développer au cours de l'année. Et je pense que, enfin, je vais parler pour moi, j'aurais beaucoup apprécié avoir une semaine par-ci par-là de développement intense sur le projet pour pouvoir avancer. Et prendre du temps en fait simplement de formation pour développer, quoi. Voilà. Et également du coup je reproche un peu le fait qu'il n'y ait pas de contrôle qualité sur le backlog. En fait ça veut dire que si on comprend mal le besoin client, qu'on génère juste les tickets, nous tout ce qu'on a fait du coup c'est montrer notre backlog, mais on n'a pas listé chaque ticket, on n'a pas montré le modèle d'un ticket avec le modèle, le template, donc avec les besoins clients, le contexte, les acceptance criteria, les story points donnés pour chaque feature, etc. Et en fait, bon, je sais que c'est un travail de longue haleine de la part du
de l'intervenant s'il fallait qu'il check tous les tickets, voir si on va dans la bonne direction, etc. Mais en fait, le fait de pas avoir ça, ça fait que nous, par exemple, on est un peu parti dans tous les sens. Donc on avait des tickets assez flous comme CRUD chasse. Donc en fait, c'est create, read, update, delete une chasse. Sauf qu'en fait, je sais pas vraiment si ça allait servir un jour, vu que dans le front, on n'a pas précisé, par exemple, il faut que ce formulaire crée une chasse. En fait, c'était pas très clair. Il n'y avait pas vraiment une tâche par besoin client. Il y avait juste des tâches techniques, vu qu'on est très back-end, on n'est pas vraiment product owner ni product manager. C'était compliqué pour moi de transformer le besoin client en tâches techniques. Et du coup, je pense qu'on a manqué un peu d'organisation à ce niveau-là, vu que le backlog n'était pas déjà produit. Et du coup, je laisse la parole à Yanis concernant sa partie. Alors, à mon tour, pour moi, ce que j'ai aimé, principalement, c'était travailler des compétences que je n'ai pas toujours eu le temps de travailler autrement. Par exemple, mes compétences de gestion de projet avec Victor, je l'ai aidé au backlog. Alors, c'est lui qui a lead le travail sur le backlog. Mais j'ai beaucoup apprécié travailler avec Victor, écouter ses retours, etc. Et ça m'a permis moi-même de progresser et de voir quelques lacunes. Et c'est exactement pareil avec Louis pour les technos. Moi, étant plutôt spécialisé sur le front, tout ce qui est les technos... je connais quelques techno-bacs, bien sûr, évidemment. Mais les technos que Victor et que Louis ont choisi en commun étaient des compétences plutôt inconnues pour moi. Et du coup, ça m'a permis, tout en étant sur le front, sans avoir de pression, de pouvoir regarder ce que eux faisaient sur le bac. Et du coup, ça m'a apporté des connaissances et une vision des choses que j'avais pas avant. Du coup, j'ai bien aimé le choix des technos, ça va avec. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler avec Louis et Victor et on s'est toujours très bien entendu. Et ça a toujours été un plaisir de travailler avec eux. Ce que j'ai un peu moins aimé, par contre, c'est le côté AR. J'avoue que l'AR, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Moi qui devais m'occuper du front, l'AR était un peu difficile à manipuler. Donc une petite perte de temps là-dessus, mais sinon c'était quand même super intéressant, mais c'était plus touchy. La deuxième chose que j'ai moins aimé, c'est le cahier des charges, que j'ai trouvé à mon avis un peu dense, mais je pense que c'est fait exprès, car en fait les informations étaient en fait un peu cachées dedans, à lire entre les lignes, mais les informations qui étaient vraiment utiles. Le backlog était lourd, hein, c'est ça dont je parle surtout, et il faisait assez peur, mais en fait une fois traité, en fait, on se rend compte que les informations sont là, c'est juste, elles sont un peu plus dures à trouver. Mais j'imagine que ça fait partie d'un projet, d'une simulation réaliste pour un projet. Et après, hein, du coup, pour terminer, les difficultés majeures, quand même, ça fait partie de ce que j'ai moins aimé. Peut-être le temps, mais pareil, c'était un défi aussi. Je trouve qu'il y a du positif. Non, en tout cas, dans ce que je dis de négatif, je pense qu'il y a du positif. Par exemple, le temps, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'organiser, etc. On avait du temps en amont, mais le temps pur qu'on a passé à travailler sur le projet était assez limité. Mais je trouvais ça aussi intéressant pour se rendre compte des problèmes de timing qu'il peut avoir des fois. Du coup, ça va avec, mais l'organisation des plannings qui a été dur à organiser, parce qu'en fait, chacun avait son entreprise, etc. On a eu quand même des fois du mal à se réunir, mais c'est pareil, ça fait partie des défis. Et là, c'est une difficulté sur la charte graphique et l'AR. L'AR, j'en ai déjà parlé. La charte graphique, c'est juste... vu qu'une charte graphique n'était pas spécialement imposée, il fallait un peu partir de zéro, mais c'est une difficulté assez basique. Mais voilà, mes retours, c'est que non, j'ai beaucoup apprécié le projet. Le projet avait beaucoup d'ambition dans le cahier des charges. Il avait pas mal de choses faisables depuis le projet. On pouvait avoir des idées, etc. J'ai vraiment apprécié travailler sur ce projet, et du coup travailler avec Louis et Victor, ça a été un plaisir. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez venir vers nous. Du coup, vous avez sûrement nos adresses Sud de Vinci. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans vos évaluations et une bonne fin de journée. Au revoir.